Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Nous sommes sur le port de Douvres, en Angleterre, donc, le 6 mai 1800. Et regardez, là-bas, il y a une espèce de silhouette qui est en train de s'agiter. L'homme en question a toutes les raisons d'être excité. Ça fait de très longues années qu'il n'a pas pu traverser la Manche et aller fouler le sol de France. Il a dû quitter son pays précipitamment en 1792. Est-ce que j'ai besoin de vous dire pour quelle raison 1792 ? Il était âgé seulement de 23 ans à ce moment-là. Et donc, 8 ans plus tard, en 1800, il a 31 ans au moment de sortir de son exil forcé. Et je vous parle, vous l'avez compris, de François-René de Chateaubriand. En 1800, son retour est possible, de même que pour toute une partie des émigrés. Il y a eu le coup d'État de Bonaparte qui a décidé de réaliser une synthèse, la constitution du 22 Frimaire en 8, autant dire 13 décembre 1799, affirme dans son préambule « Citoyens, la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée, elle est finie ». Comme nous dirions-nous aujourd'hui, on a sifflé la fin de la récréation. Chateaubriand a subi dans sa chair les affres de la Révolution. Il a été blessé à la cuisse dans l'armée de Condé en 1792. Sa femme, ses 3 sœurs, sa mère, qui à l'époque a 72 ans, ont été emprisonnées sous la Terreur. Et puis, son frère Jean-Baptiste et sa belle-sœur ont même été guillotinés en 1794, place de la Révolution. L'exil à Londres a connu pour François-René un certain nombre de périodes. Il était arrivé dans la capitale anglaise dans un parfait dénuement. Il a dû donner des cours de français pour survivre. Il a rédigé durant des années un essai sur les révolutions. Volontiers critique, ai-je besoin de vous le dire, sur le phénomène. L'essai en question a été publié en mars 97. Il a reçu un accueil plutôt mitigé. Du moins a-t-il permis à Chateaubriand de se faire remarquer parmi les exilés de cette communauté française hors frontières. Une rencontre a récemment changé le destin de Chateaubriand. Il faut toujours des gens comme ça qui viennent vous donner le coup de pouce. Et en l'occurrence, à Londres, il a rencontré Louis de Fontanes. Il l'a rencontré en 1798. Ça faisait 4 ans que Fontanes était membre de l'Institut. Il a été gagné au nouveau régime, Fontanes. Il a rejoint Bonaparte. Or, il a convaincu le jeune Chateaubriand de rentrer en France en dépit de son inscription sur la liste des exilés, ce qui faisait de lui quand même un proscrit. Qu'à cela ne tienne, il va suffire de changer d'identité et c'est sous le nom de Jean-David de la Sagne, qui est supposé habiter Neuchâtel, que Chateaubriand va donc pouvoir revenir sur le sol français. Au moment de clore les chapitres d'exil dans Mémoires d'outre-tombe, Chateaubriand écrit, je le cite, « Arrivé au bout de ma première carrière, s'ouvre devant moi la carrière de l'écrivain. D'homme privé, je vais devenir homme public. Je sors de l'asile virginal et silencieux de la solitude pour entrer dans le carrefour souillé et bruyant du monde. Le grand jour va éclairer ma vie rêveuse, la lumière pénétrer dans le royaume des ombres. Je quitte les pensées et les chimères de ma jeunesse comme des sœurs, comme des amantes que je laisse au foyer de la famille et que je ne reverrai plus. » Franck Ferrand sur Radio Classique. 4 heures de traversée sur un navire suédois, la Maria. Toujours un peu houleuse, la traversée de la Manche. Et puis, on approche des côtes françaises en ce 6 mai 1800, qui donc à Paris désormais est le 16 Floréal en 8. Personne, inutile de vous le dire, personne n'attend Chateaubriand sur le port de Calais. Du reste, François-René ne va pas moisir à Calais. Dès le 13 mai, il est à Paris. Et sur la route entre ces 2 villes, l'écrivain va redécouvrir la France. Il va retrouver son pays, ce pays qu'il n'avait pas vu depuis 8 ans. Et le tableau qu'il nous embrosse dans ses mémoires offre 2 impressions contradictoires. D'abord, Chateaubriand témoigne de la pauvreté, pour ne pas dire même de la misère qui à l'époque affecte la France. Avant même d'accoster, il a fait une remarque. Depuis la mer, j'étais frappé de l'air pauvre du pays. À peine quelques mâts se montraient dans le port. Or, au fur et à mesure de la progression vers Paris, cette impression première ne fait que s'affirmer. Sur la route, on n'apercevait presque point d'hommes. Des femmes noircies et hâlées, les pieds nus, la tête découverte ou entourée d'un mouchoir, labouraient les champs. On les eût prises
pour des esclaves. Il évoque aussi l'état de délabrement du pays lui-même. On voyait des murs d'enclos ébréchés, des églises abandonnées dont les morts avaient été chassés, des clochers sans cloches, des cimetières sans croix, des saints sans têtes et lapidés dans leurs niches. Sur les murailles étaient barbouillées ces inscriptions républicaines déjà vieillies: liberté, égalité, fraternité ou la mort. Et pourtant, passé cette première impression assez triste et même désolée, celui qui est en train de redécouvrir son pays nous décrit une France irréductiblement joyeuse, et lorsqu'il entre dans Paris, c'est même une atmosphère de fête qui l'entoure. Suivons-le. Jouis à mon grand étonnement en entrant dans les Champs-Élysées des sons de violon, de cor, de clarinette et de tambour. J'aperçus des bastringues où dansaient des hommes et des femmes. Et au gré de ces pérégrinations, l'écrivain nous fait partager la gaieté qui, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, anime la capitale. En France, disait Beaumarchais, tout finit par des chansons. À tous les coins de rue, des hommes crient. Je cite Chateaubriand: « Ombre chinoise, vue d'optique, cabinet de physique, bêtes étranges. Malgré tant de têtes coupées, il restait encore des oisifs, constate-t-il. » En attendant, lui-même va devoir vivre avec très peu de moyens et pas d'occupation officielle. Il habite un petit entresol dans la rue de Lille, sans disposer de la moindre source de revenus, bien sûr. Alors il écrit à Fontane, le 30 juillet, pour le supplier de lui envoyer 25 louis. « Me voilà comme au sortir du ventre de ma mère, écrit-il, car mes chemises même ne sont pas françaises, elles sont la charité d'un autre peuple. » Preuve de son extrême pauvreté, un extrait, un passage des Mémoires d'Outre-Tombe qui témoigne des moqueries faites à son encontre alors qu'il se trouve dans un café. Je cite de nouveau Chateaubriand. « Je ne fus pas plus tôt assis à ma place que des garçons entrèrent serviettes à la main et criant comme des enragés: « Consommez, messieurs, consommez !» Je ne me le fis pas dire 2 fois et je m'évadai piteusement aux cris moqueurs de l'Assemblée parce que je n'avais pas de quoi consommer. Franck Ferrand sur Radio Classique. La situation de Chateaubriand en 1800 est assez précaire. Il vit sans un sou, sous une fausse identité. Il lui faut renouveler son permis de séjour tous les mois à la préfecture de police, bien sûr. Cette même police qui, bien sûr, surveille ses agissements comme ceux de tous les gens de passage. Voici une note de police en date du 20 juillet 1800. J'ai fait surveiller le nommé Jean-David de Lassagne. Il en résulte que c'est un homme de lettres qui ne voyage que pour acquérir des connaissances. Il ne fréquente que des savants et des libraires. La vérité, c'est que l'identité réelle du sieur de Lassagne est sans doute connue des services de police. Les bureaux de Fouché surveillent cette société parisienne, aussi bien du côté des Jacobins que de celui des royalistes. Vous savez que les dangers pour le premier consul viennent d'un peu partout. Le régime mis en place par Bonaparte est un régime assez fragile au début, et de nombreux complots vont y être déjoués dans le meilleur des cas. Donc, je vous ai raconté l'autre jour l'attentat de la rue Saint-Nicaise. Donc, si Chateaubriand n'est pas inquiété, c'est qu'il n'est pas considéré comme dangereux. Les affaires de notre homme vont tout de même s'améliorer à partir de 1801. Dès la fin de décembre 1800, Fontane l'intègre en effet à la rédaction du Mercure de France, qu'il vient de refonder. Dans son premier article, Chateaubriand évoque sévèrement le livre de Madame de Staël. Il est dur avec l'ouvrage de Madame de Staël, mais il est tendre évidemment à propos du livre que lui-même est en train de préparer. D'ailleurs, François René va signer ce premier article, ça ne s'invente pas, l'auteur du génie du christianisme. Mais c'est par un autre livre qu'il va se faire connaître de la société parisienne du consulat. En 1801 paraît en effet son premier livre jamais sorti en France, Atala, ou les amours de 2 sauvages dans le désert. Cet ouvrage va connaître un immense succès, 5 rééditions simplement au cours de la première année. En juillet 1801, Chateaubriand va pouvoir être rayé de la liste des émigrés et désormais, il pourra donc porter son nom sans risquer de se faire arrêter.
Après Atala, nouveau succès. Ça fait plus de 7 ans que l'écrivain préparait donc cet ouvrage. Et là, cette fois, oui, il s'agit bel et bien du génie du christianisme. Chateaubriand aura donc attendu pour le publier le moment opportun, puisque c'est juste au moment où Bonaparte signe avec la papauté un concordat qui surprend toute l'Europe. C'est à ce moment-là que l'écrivain breton va donc publier cet ouvrage apologétique de la religion chrétienne. Il écrit « Le christianisme est la pensée de l'avenir et de la liberté humaine ». Nouveau succès, encore plus grand celui-là, au point que le premier consul ait fait savoir qu'il avait ce livre sur son chevet. Une semaine après sa parution, Chateaubriand est invité par le frère du premier consul, par Lucien Bonaparte, à une réception à l'hôtel de Brienne. Et c'est Élisa Bonaparte, qui est proche de Fontane, qui va pousser Napoléon à s'entretenir avec l'écrivain. Nous sommes là le 22 avril 1802. Évidemment, je cède la parole à Chateaubriand. J'étais dans la galerie lorsque Napoléon entra. Il me frappa agréablement, je ne l'avais jamais aperçu que de loin. Son sourire était caressant et beau, son œil admirable, surtout par la manière dont il était placé sous son front et encadré dans ses sourcils. Il n'avait encore aucune charlatanerie dans le regard, rien de théâtral et d'affecté. Bonaparte m'aperçut et me reconnut, j'ignore à quoi. J'adore la fausse modestie de Chateaubriand, c'est un vrai bonheur. Il m'aperçut donc. Quand il se dirigea vers ma personne, on ne savait qui il cherchait. Les rangs s'ouvraient successivement. Chacun espérait que le consul s'arrêterait à lui. Il avait l'air d'éprouver une certaine impatience de ses méprises. Je m'enfonçais derrière mes voisins. Bonaparte éleva tout à coup la voix et me dit « Monsieur de Chateaubriand !» Je restai seul alors en avant, car la foule se retira et bientôt se referma en cercle autour des interlocuteurs. Bonaparte m'aborda avec simplicité, sans me faire de compliments, sans questions oiseuses, sans préambule, il me parla sur le champ de l'Égypte et des Arabes, comme si j'eusse été dans son intimité et comme s'il n'eût fait que continuer une conversation déjà commencée entre nous. Je ne peux pas m'empêcher de sourire, évidemment, mais Chateaubriand, pour dire les choses avec délicatesse, n'est pas désintéressé. Il attend une place au sein des institutions du nouveau régime, bien sûr. Et pourtant, il va devoir attendre. Au bout d'1 an, il n'a toujours rien obtenu. Il est soucieux de faire sa cour, l'auteur du génie du christianisme. Et il va dédicacer la 2e édition, celle de mai 1803, à qui de droit ? Les peuples vous regardent. La France a grandi par vos victoires, a placé en vous son espérance. Continuez à tendre une main secourable à 30 millions de chrétiens qui prient pour vous au pied des autels que vous leur avez rendus. C'est bien le moins qu'ait pu écrire l'auteur du génie du christianisme. 2 jours après l'apparition de cette 2e édition, le premier consul va comprendre ce qu'on attend de lui. Il signe la nomination de Chateaubriand au poste de secrétaire de légation à Rome, la ville éternelle sur laquelle Chateaubriand fondait beaucoup d'espoir. Chateaubriand est cependant un petit peu déçu du peu de prestige que revêt la fonction à laquelle il vient d'être nommé. Or, à peine installé à Rome, il va multiplier les erreurs. Dès ses premiers jours, le Breton visite les notables de la ville, le cardinal Fesch, ministre plénipotentiaire auprès du Saint-Siège, qui par ailleurs est quand même l'oncle de Napoléon. Fesch voit d'un mauvais œil ce secrétaire qui est là pour, semble-t-il, lui faire une certaine concurrence. Chateaubriand n'apprécie pas son travail. Au bout de 2 semaines, il déclare ne pas vouloir rester à Rome trop longtemps. Et son ultime faute, c'est de réclamer l'abolition des lois organiques que Napoléon a finalement additionnées au Concordat. Problème, on ne lui avait jamais demandé d'en dire autant. Il n'a jamais reçu d'une telle mission et Napoléon est furieux. « Ne me parlez pas de votre Chateaubriand. J'honore son talent comme écrivain, mais c'est un brouillon et je n'en veux plus pour mes affaires, dit-il à sa sœur. 6 mois après sa nomination, notre homme va donc être nommé en novembre 1803 chargé d'affaires dans la République du Valais, petit état coincé entre la France et l'Italie. Avant de rejoindre son nouveau poste, Chateaubriand va quand même remonter par Paris pour sa 2e rencontre avec le premier consul en passe de devenir empereur. Rencontre moins chaleureuse nettement que la première, vous allez le voir, et qui sera du reste la dernière. Franck Ferrand sur Radio Classique.
C'est donc l'ultime face-à-face entre Chateaubriand et Napoléon Bonaparte. On est le 18 mars 1804, aux portes de l'Empire. Chateaubriand écrira dans les Mémoires d'Outre-Tombe: il passait presque sans s'arrêter. À mesure qu'il s'approcha de moi, je fus frappé de l'altération de son visage. Ses joues étaient délavées et livides, ses yeux âpres, son teint pâli et brouillé, son air sombre, terrible. L'attrait qui m'avait précédemment poussé vers lui cessa. Au lieu de rester sur son passage, je fis un mouvement afin de l'éviter. Il me jeta un regard comme pour chercher à me reconnaître, dirigea quelques pas vers moi, puis se détourna et s'éloigna. Lui étais-je apparu comme un avertissement ? Oui, ça c'est dans la meilleure des hypothèses. 3 jours après cette rencontre, ce va être le drame. Vous savez, le duc d'Enghien est fusillé dans les fossés du château de Vincennes et Chateaubriand apprend cette exécution par les annonces d'un vendeur de journaux. Il rentre chez lui, il écrit: la fosse que vous venez de creuser à Vincennes sera désormais un obstacle infranchissable entre vous et moi. Vous qui pouvez tout, il y a une chose que vous ne pouvez pas, c'est de me compter au nombre des serviteurs de votre fortune. En réalité, Chateaubriand écrit le lendemain à Talleyrand qu'il ne peut rejoindre sa fonction de la République du Valais parce que sa femme serait trop souffrante. Alexandre Duval-Stala, que j'ai toujours grand plaisir à citer dans son livre sur Chateaubriand. Le livre s'appelle François-René de Chateaubriand, Napoléon Bonaparte, une histoire de gloire. Vous savez, ce sont des portraits croisés. Il nous dit: 2 empires vont désormais s'affronter, celui du verbe et celui de l'action. La gloire de l'un nourrit celle de l'autre. La légende du siècle s'écrit à 2, sur 2 rives opposées. À la puissance inquiète des armes répond la force tranquille des mots, sur un théâtre extérieur pour Napoléon et dans un exil intérieur pour Chateaubriand. François-René va démissionner de tout poste officiel et il va de nouveau rencontrer à partir de là des soucis financiers. Il lui faut déménager, réduire son train de vie. Nous ne sommes là qu'au début de l'Empire et vous avez bien compris qu'il n'y a plus d'accointance avec le pouvoir en place et pour compenser, il va falloir écrire dans le Mercure de France. Chateaubriand va multiplier les diatribes à l'égard de l'empereur et comme il ne peut nommément attaquer Napoléon, eh bien, il critique l'Empire romain, comprenne qui pourra. Évidemment, Napoléon est furieux, il va supprimer d'ailleurs le Mercure. Chateaubriand va aller s'installer à la vallée aux Loups, dans la région de Sceaux, vous savez, il met un petit peu d'espace entre Paris et lui. Et il écrit: si Napoléon en avait fini avec les rois, il n'en avait pas fini avec moi. Franck Ferrand sur Radio Classique. Position désormais totale entre l'empereur et l'écrivain. Napoléon regrette cette dissension, il ira jusqu'à dire « J'ai pour moi la petite littérature et contre moi la grande ». Un jour, alors que circule la rumeur que Chateaubriand serait mort dans un naufrage durant un voyage qu'il faisait vers la Terre Sainte, Napoléon dit à ses proches « Eh bien, est-ce que cela vous réjouit ? C'est cependant moins un homme qui faisait honneur à son pays et que du moins un homme qui faisait honneur à son pays et que je regrette, moi qui suis le seul qui ait le lieu à s'en plaindre ». C'est tout le paradoxe de cet homme qui avait une très claire conscience des talents qui pouvaient exister de son temps. Aussi bien l'empereur va-t-il chercher à se réconcilier avec Chateaubriand. En 1811, l'académicien Chénier vient à mourir, Chénier le frère, si je puis dire. Napoléon se dit que c'est l'occasion. Chateaubriand va pouvoir soigner son beau discours de réception, sauf qu'avant de le prononcer, il doit en soumettre une copie aux autorités. Et qu'on va voir le grand homme corriger de sa main la prose du grand écrivain. Et Napoléon est là qui raye de nombreuses mentions. Chateaubriand s'insurge, ça et là, déchiré, marqué à birito de parenthèses et de traces au crayon par Bonaparte, dit-il. L'ongle du lion était enfoncé partout et j'avais une espèce de plaisir d'irritation à croire le sentir dans mon flanc. Il est demandé à l'écrivain de rédiger un autre discours. Refus tout net, évidemment. Chateaubriand va devoir attendre la chute de l'Empire. Il va devoir attendre en 1814 le retour des Bourbons pour aller occuper son fauteuil à l'Académie. Presque tout au long de sa vie, notre homme vivra comme ça dans la figure de l'opposant politique. C'est vrai qu'il va connaître une embellie avec la Restauration, mais qui sera de courte durée. C'est un opposant néanmoins affable et léger, peut-être même jusqu'à une forme d'inconsistance. Je cite Jean d'Ormesson.
Personne n'est plus simple, disait-il de Chateaubriand. Personne n'est plus honnête, plus transparent et peut-être plus naïf que ce menteur et ce cachottier. Il finit par être désarmant à force d'inconstance et presque d'inconscience. Il y a tout un côté débridé et rieur chez ce conservateur engoncé et volontiers moralisateur. J'ajouterais chez cet acteur, chez cet observateur de l'histoire, d'une histoire qui à l'époque était tellement mouvementée et passionnante. Citons une dernière fois le maître lui-même. Je me suis rencontré entre les deux siècles comme au confluent de deux fleuves. J'ai plongé dans leurs eaux troublées, m'éloignant à regret du vieux rivage où j'étais né et nageant avec espérance vers la rive inconnue où vont aborder les générations nouvelles. Vous écoutez Radio Classique.